Bienvenue dans Vitamine Dev, le podcast qui décompile la tech et analyse le code source du monde numérique. Aujourd'hui, on plonge dans un univers où chaque ligne de code peut être un piège et chaque fichier pourrait être une menace. Notre invité du jour, c'est Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour. Je vais reprendre. Quentin, il bosse dans la cybersécurité et son job, c'est un peu, tu nous en parleras après Quentin, c'est de traquer les malwares avant qu'ils fassent des dégâts. Si vous avez déjà entendu parler de virus informatique, de ransomware ou de trojan, sachez que derrière, il y a des mecs comme Quentin qui peuvent bosser en coulisses pour empêcher que vos PC se transforment au mieux en grille-pain ou au pire en armes qui peuvent se retourner contre vous. Mais ce n'est pas tout, son entreprise a aussi été rachetée, non pas une, mais 2 fois, par des entreprises que Quentin nous citera sûrement après et on va voir ensemble, ce que ça peut changer aussi au quotidien pour quelqu'un qui bosse dans ce type de domaine avec, de grandes implications. Allez, attachez tous vos ceintures, aujourd'hui on part en mission chasse aux failles de sécu et au malware avec Quentin. Donc bonjour Quentin, Bonjour. avec Sylvain. Oui, salut Quentin. On va te laisser un peu la main. Est-ce que tu peux en quelques mots déjà te présenter? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Quentin, j'ai 33 ans, 34 et ça va faire maintenant, depuis j'ai été diplômé en 2015 pardon et ça va faire du coup, 10 ans que je bosse dans cet univers de la cybersécurité, en tout ce qui est analyse de malware, détection de virus et ce genre de choses. Assez rigolote au quotidien. Ah bah, rigolo, on espère que ça va l'être pour nous aussi si on comprend tout ce que tu vas pouvoir nous raconter. Comment t'en es venu à faire ça, aujourd'hui? Ça a toujours été quelque chose qui t'a passionné ou tu y arrivais un peu par hasard? Comment on devient en fait, quelqu'un qui travaille dans la cyber comme toi? Ouais, c'est une bonne question, j'y suis un peu rentré par le monde du reverse engineering. Je pense que je savais assez tôt dans mon parcours que c'était quelque chose que je voulais faire. Hem, Grosso modo, je pense dès le lycée, environ quoi. Ah si tôt que ça? Quand j'étais plus jeune, je pense je me suis toujours posé des questions sur comment est-ce que ça fonctionne un PC, comment est-ce que tu fais ci, comment est-ce que tu crées ton site internet et ainsi de suite, tout ce genre de choses, tu vois? À chaque fois que tu vois quelque chose, tu te demandes: «Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi?» Et c'est un peu cette idée qu'il y a aussi derrière la rétro-ingénierie, c'est comprendre comment est-ce qu'un logiciel fonctionne, pourquoi est-ce qu'il fait ça, comment est-ce que ça fonctionne. Donc c'est des questions qui rentrent pas mal en résonance je pense que j'ai commencé un peu comme à l'époque, tous les gens qui découvraient les ordinateurs, à créer ton propre site internet. C'est quoi le HTML? C'est quoi le CSS? Et Le petit tout ce genre classique. de Mmh. choses, le petit classico. Et après, à partir de là, je suis tombé sur à l'époque, ce qui se faisait pas mal, c'était tous les petits challenges de JavaScript où en gros, tu avais ce qui a été la révélation surtout, c'était de voir un site internet et tu arrives sur ton navigateur. À l'époque, c'était, je sais pas, Opera ou peut-être Firefox encore, ou si Internet Explorer. Tu faisais clic droit et voir le code source Mmh. et là, tu découvres des lignes de code qui donnent au final un site internet et genre, tu étais là: «Mais waouh, c'est quoi ces lignes de code? J'y comprends rien, mais ça a l'air cool et c'est ça qui rend le site internet. Comment est-ce que ça se passe? C'est quoi le lien entre les 2?» Et à l'époque, tu avais des gens qui laissaient des petits challenges JavaScript des fois, dans ce code source de site internet. Du coup, tu essayais de comprendre un peu comment ça marchait et de fil en aiguille, je suis tombé sur un site qui s'appelait Rootme, qui s'appelle toujours Rootme d'ailleurs. Oui. Je Ah sais bah, pas si tu as déjà Oui, entendu oui, parler, voilà. effectivement. ouais, ouais. Site qui existait déjà à l'époque, qui est quand même assez vieux et qui avait justement tout ce principe de challenge, d'informatique avec différentes catégories, dont des trucs JavaScript et aussi une section qui s'appelait, reverse engineering. Et à partir de là, pareil, j'y comprenais rien du tout. Alors tu vas sur le truc d'intro et tu découvres des trucs, il faut analyser des virus, analyser des logiciels et tu comprends rien à ce qui se passe et tu lis un premier tutoriel sur internet, mais tu comprends pas trop, tu laisses tomber, puis tu reviens plus tard, tu comprends un peu mieux et ainsi de suite et de fil en aiguille. Tu discutes un peu avec des gens, il y avait un petit peu un channel IRC à l'époque, même si c'était déjà sur le déclin, mais Mmh. il y avait une communauté quand même assez active et tu échanges, tu apprends, et ainsi de suite, quoi, et de fil en aiguille, curiosité plus, accès à ce type de challenge et ça a fait un peu de progression autodidacte, jusqu'à arriver à comprendre ce que c'était le reverse engineering, savoir, ce que faisait un logiciel, comment ça fonctionnait Windows, voir un peu et puis se dire que ouais, c'est assez cool, quoi. Je pense que c'est ça que je veux faire plus tard.
Et bah, j'ai pas été jusque-là dans le RootMe, mais c'est vrai que c'est un site qui est très intéressant. J'ai déjà appris pas mal de Et choses, c'est mais vrai que pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais aller j'invite faire un vraiment tour. à aller y faire un tour pour voir ce qui se cache derrière. C'est vraiment une bible pour, beaucoup de sujets. Enfin, ça permet de vraiment d'explorer beaucoup d'horizons. C'est très, très intéressant. Ouais, big up à eux, hein, franchement, entre ça et à l'époque, le site du Zéro qui s'est renommé maintenant, je sais plus comment ça s'appelle. Classroom, Open Classroom, je crois. Open Open Classroom, Classroom, ouais. ouais. Ouais, là où j'ai appris comment est-ce qu'on fait du C, comment est-ce qu'on fait du C++. C'était grosso modo toute mon éducation était autodidacte, quoi, sur mes années avant, voilà, à l'époque du lycée à peu près, où je savais à peu près que c'était ce que je voulais faire plus tard, quoi. D'accord, donc ça veut dire qu'à l'issue de cette révélation quelque part, tu as trouvé le cursus qui permettait d'aller dans cette direction? Au final, tu as fait des études plutôt classiques, Ouais, après j'ai fait bah, alors, c'était déjà au niveau de quand j'ai eu mon bac, la question s'est posée: «Est-ce que je rejoins une école spécialisée en informatique ou est-ce que je rejoins un cursus plus classique avec, classe préparatoire et cetera?» Et à l'époque, il y avait pas tant d'écoles de cybersécurité que ça, heu et les classiques étaient surtout privés, qui coûtaient quand même un peu cher, genre Epita, Epitech, Effray, ce genre de choses et j'avais un peu peur de m'engager là-dedans, qui pouvait fermer quelques portes, qui coûtaient quand même pas mal d'argent. Donc je suis resté sur un cursus classique de classe préparatoire, Mmh. avec, spé maths et ainsi de suite et à la suite de ça, j'ai rejoint du coup, bah, l'ENSI Bourges, maintenant l'INSA CVL, que Nico a fait aussi, heu Une et belle qui école. avait une belle école à Bourges du coup et qui avait un cursus, spécialisé dans la sécurité informatique. Mais à l'époque, j'étais déjà assez, on va dire, j'avais pas mal de connaissances dans ce domaine, par rapport au cursus. Je savais que c'était exactement ce que je voulais faire, comment je voulais faire, truc qu'on n'a pas parlé aussi, mais j'avais rejoint parce que un truc que je faisais pas mal à l'époque, c'était tout ce qui était, challenge de Capture the Flag dans tout le monde de la sécurité informatique. C'est des sets de challenge en même principe que RootMe, mais limité dans le temps, genre sur un week-end, sur une semaine et tu as un certain nombre d'épreuves et le but, c'est d'avoir le maximum de points en réussissant des épreuves et tu avais des classements, tu as un classement international des équipes, tu as des compétitions, des trucs comme ça et c'est là-dessus que j'ai bien progressé en rentrant dans une équipe de Français qui était bien meilleure que moi aussi, j'ai appris plein de choses à travers ça. C'était assez chouette, c'était une bonne époque. Passer des week-ends à faire des challenges de CTF, Et tu en fais toujours? Non, j'en fais plus trop maintenant. Ça prend quand même pas mal de temps, ça m'a fait pas mal progresser et au bout d'un moment, bon, ça boucle un petit peu quand même, sur toujours la même chose, Et pour ceux qui nous écoutent pas, du coup, peut-être, si tu peux expliquer ce que c'est ce système de capture the flag? Parce que je pense que nous, ça nous parle, mais Mmh. on a Ouais, des bien sûr. Ouais, mais c'est comme du coup, si on connaît RootMe, c'est un peu le même principe, mais grosso modo, c'est on va dire un challenge où, pratiquement on va dire spécifiquement au reverse engineering, tu vas avoir un logiciel, un exécutable ou un binaire Linux, quoi que ce soit et c'est le but, ça va être d'arriver à trouver quelque chose qui est caché dedans. En général, ça s'appelle un flag, ça va être une chaîne de caractères, une ouais, en général, une chaîne de caractères spécifique, bien reconnaître genre un mot de passe ou ce genre de choses. Et donc le but, c'est d'analyser, de le retrouver et ensuite de fournir ce mot de passe sur le site internet qui le demande et en fonction de la difficulté de l'épreuve, tu vas avoir un certain nombre de points, et et voilà et donc c'est des équipes de gens qui s'affrontent à faire les épreuves le plus vite possible, le maximum d'épreuves pour rassembler le plus de points possible. Le OK, tout il y a sur un le côté thème de compétitif en plus, du coup. il y a un côté, pardon? Il y a un côté vraiment Ouais, compétitif. voilà, c'était tout l'intérêt, c'est le côté compétitif, quoi, des épreuves, quoi. Tu compètes contre Ah, les c'est autres super équipes à cool ça, du travers le coup. monde, et c'est drivant, c'est excitant, tu dois mettre Ah, en c'est place des clair. stratégies, Ouais, tu dois surtout quand on est mordu de ça, quoi. ouais, 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 c'est assez chouette, ouais. Et du coup, bah, maintenant, la question, on a vu comment tu en es arrivé là un petit peu, mais qu'est-ce que tu fais maintenant au jour le jour? Où est-ce que tu travailles? C'est quoi tes missions? Qu'est-ce que c'est qu'être dans la C'est cybersécurité? ça. Qu'est-ce que c'est concrètement, Ouais, c'est ça. ouais, parce qu'au final, On sait vu de pas. l'extérieur, ou même peut-être pour des personnes qui sont pas dans le domaine, on peut voir ça un peu, surtout avec toutes les vidéos, mais quoi, tu as une capuche, tu te mets dans un et puis c'est parti. Ouais, bah, je ferme mes rideaux pour pas avoir de soleil Important pour et les reflets, mais ouais, ouais. Non, mais, après cybersécurité, c'est quand même assez vague comme domaine. Ouais. Moi, spécifiquement, je bosse dans la détection de malware, on va dire. Encore plus spécifiquement, je suis spécialisé dans tout ce qui est reverse engineering. Donc c'est analyse,
En français, c'est quoi reverse engineering? C'est rétro-analyse logicielle? Ouais, tu as un exécutable et tu veux savoir qu'est-ce qu'il fait et voilà Faut et comprendre le donc fonctionnement sans d'autres comprendre le fonctionnement, voilà, c'est ça et savoir ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il fait, ainsi de suite. Moi, mon travail, c'est, m'assurer qu'on détecte bien tout ce qui va être, malware potentiel, ou virus. Similaire à ce que pourrait faire un antivirus pour un particulier, par exemple, genre un Avast antivirus, un Symantec ou un Kaspersky ou ce genre de choses que les utilisateurs peuvent avoir sur l'ordinateur ou Windows Defender aujourd'hui. Sauf que nous, c'est plus à l'échelle donc je travaille chez Broadcom et c'est plus à l'échelle des entreprises. Donc c'est-à-dire les entreprises, elles vont faire appel à notre solution et on va protéger au lieu de partager un particulier, genre madame Michou chez elle, on va protéger une entreprise, laquelle, SNCF, un hôpital, une mairie ou n'importe quoi. Donc plutôt sur les réseaux globaux d'entreprises, donc les cette dimension de plus d'utilisateurs et ainsi de suite, plus d'impact, quoi. Et donc le but, c'est de faire en sorte que, cette entreprise soit protégée, n'ait pas d'attaque de virus contre elle qui s'exécute sur ses machines, qu'il y ait un ransomware qui leur fasse perdre de l'argent ou ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'il y ait pas d'informations qui soient volées et donc mon but, c'est de m'assurer que, les virus soient bien détectés avant qu'ils s'exécutent sur leur machine et qu'ils puissent causer du damage. OK. Et du coup, alors, si on rentre un tout petit peu dans le technique pour ceux que bah, enfin, moi, ça m'intéresse et pour ceux qui pourraient suivre ou que ça pourrait intéresser, comment tu fais pour faire cette détection et surtout, comme tu dis, pour les capturer avant, après que ça n'arrive chez un client que vous auriez? Ouais, bien sûr. Alors déjà, au final, c'est assez vague de dire comment tu détectes un malware parce que c'est quoi la définition d'un malware surtout ouais, déjà, tu vois? Ouais, c'est Tu as un peu les 2 extrémités qui sont assez claires dans la tête des gens, et puis après tu as tout ce qui est au milieu entre les 2. Enfin, par exemple, tu vois, de dire: «Est-ce qu'un ransomware, c'est un malware?» Alors la question c'est plutôt oui, il y a pas d'équivoque, tu vois? Genre un truc qui ouais. chiffre tous mes fichiers, qui s'exécute et qui demande une rançon, ouais, OK. C'est un malware, on veut pas ça qui s'exécute. Est-ce que Microsoft Word, c'est un malware? Non, c'est pas un malware, mais tu vas rien faire de malveillant avec. OK, alors maintenant, est-ce qu'un outil qui permet de faire de l'administration à distance sur un poste, c'est un malware? ça peut Ouais, l'être c'est selon son utilisation. Voilà et là, tu commences à rentrer un peu dans le flou du sujet, tu Ouais. vois? Parce que par exemple, tu as des, malwares, voilà, tu as plein de classes de malware différentes, tu vois? Tu en as une, ça va être tout ce qui s'appelle ça RAT pour Remote Administration Tool, mais typiquement, le but de ces malwares, c'est pouvoir donner la main à une personne tierce sur ton ordinateur. Mais c'est quoi la différence entre ça et un outil de support informatique genre AnyDesk, par exemple? Ouais, oui. Et du coup, tu rentres un peu dans tout ce flou. Donc dès que tu dis détecter des malwares, tu dis: «OK, mais qu'est-ce que je veux détecter exactement? Où est-ce que je pars là-bas? Comment est-ce que je traite tous ces trucs gris?» Ainsi de suite. Et en plus de ça, après pour compliquer un peu le paysage, tu as tous ces malwares, entre guillemets, ou on va dire ces threat actors, donc les personnes qui utilisent les malwares derrière, qui dont le but c'est de se fondre dans le paysage, qui vont essayer d'utiliser tout ce qui va être outils légitimes Windows pour faire leur activité de malware. Et donc sur le PC, tu peux utiliser des outils qui sont totalement prévus pour l'utilisation normale du PC, mais les utiliser à des fins qui vont leur permettre de faire leurs actions malveillantes sur l'ordinateur et un peu se fondre dans le paysage de la menace. Donc au final, détecter un malware, tu peux rarement c'est assez rare les cas où tu peux détecter un malware en isolation. Il y en a un où c'est très clairement un malware, il y en a un où ça dépend du cas d'utilisation, il faut que tu arrives à corréler ça avec plus d'activités autour, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est déjà rien que cybersécurité, c'est vague, et ensuite détection de malware, au final, quand tu commences à zoomer un peu dessus, c'est aussi assez vague, et dans l'autre, et dans l'autre, et dans l'autre. Et au final, moi, ma spécialité, parce qu'après, malware, ça se découle sur plein de choses, tu as tout ce qui se passe sur le réseau, ce qui se passe sur l'ordinateur qui est exécuté, ce qui se passe quand tu commences à corréler tous les événements ensemble. Et moi, ma spécialité là-dessus, quand on continue à zoomer, c'est vraiment détecter tout ce qui va être file artifact, donc les fichiers, les exécutables qui peuvent s'exécuter sur un ordinateur, ainsi de suite. Je regarde pas trop tout ce qui se passe sur le réseau, tout ce qui est les campagnes dans leur ensemble, ça va être: «OK, j'ai un fichier qui arrive, qui a été capturé d'une façon ou d'une autre par une Mmh. sonde qui a été extrait. Je te le donne à analyse, à toi, à ton système. Est-ce que tu peux me dire qu'il est malveillant? Ou est-ce que tu peux me dire qu'il est benign? Ou est-ce que tu peux me dire qu'il est entre les 2? Est-ce que je dois y faire attention, pas y faire attention?» Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Heu, donc ça, c'est vraiment, voilà, mon cœur de métier et un peu arriver à faire le lien entre, ma connaissance de la menace, donc ce qu'on appelle
threat landscape, donc le paysage de la menace actuelle. Qu'est-ce que les méchants ils font en ce moment? C'est quoi leur technique? C'est quoi leur tactique? Quels outils ils vont utiliser? Et arriver à mettre ça en face de notre produit actuel. Qu'est-ce qu'on sait détecter? Qu'est-ce qu'on peut détecter? Comment est-ce qu'on peut le détecter? Et arriver à la fois créer utiliser ce qu'on a actuellement pour créer on en parlera peut-être plus tard, mais créer des règles de détection, dire: «OK, ça je veux le détecter comme ça je veux le détecter comme ça» et aussi fournir des pistes de recherche ou des pistes d'amélioration aux développeurs dans l'équipe pour leur dire, «Ça actuellement on peut pas le détecter» ou «Il y a telle nouvelle technique qui est sortie, ça pourrait être pas mal de faire un truc dessus. On pourrait creuser dans ce sujet ou ajouter telle feature ou détecter les choses» ou ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a vraiment plein de casquettes différentes et de Ouais. et de Ouais, donc et de quand même facettes au Des métier, quoi. compétences aussi très larges. Mmh mh. Là, ça demande, potentiellement une compréhension d'énormément de on parlait de fichiers, les fichiers sont très différents, donc même la donnée, comment elle est stockée, comment elle est utilisée, comment c'est oui, c'est très, très large. Ouais, voilà, après chacun se spécialise un peu dans son domaine, mais ouais, dans l'idée, c'est à peu près ça, quoi. Puis et après, ouais, vas-y, pardon? non, non, j'allais te poser une autre question, mais fini, je vais enchaîner après avec. Ouais, c'était pour enchaîner peut-être sur les différentes techniques possibles de détection de malware. Oui, oui. Hem, c'est grosso modo, il y a pas juste une boîte magique où tu mets un fichier et ça ressort malware, pas malware, quoi. C'est comme toujours, c'est un ensemble de différentes pièces qui sont articulées les unes aux autres et quand on prend un fichier en entrée, ça va tourner sur plein de différents, ce qu'on va appeler, alors en anglais c'est backends, mais on va dire différents moteurs de détection. Heu, qui chacun a sa spécialité et chacun va regarder le fichier et va dire: «Ah, moi je pense que ça c'est OK. Ah, moi je pense que ça c'est pas terrible» et l'autre il va dire: «Ah, moi je suis sûr que ça c'est pas bien du tout» et après le but c'est un peu de tu as un espèce d'orchestrateur au-dessus de tout ça, qui va recueillir un peu tous les votes des différents moteurs d'analyse et ensuite par le jeu, global de tout ça, c'est de dire: «OK, j'ai ce panel de votes, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je dis à l'utilisateur que c'est malveillant? Est-ce que je dis que c'est pas malveillant?» Sachant que c'est pas si compliqué que ça de détecter quelque chose. Ce qui est compliqué, c'est de pas créer de faux positifs pour l'utilisateur. C'est-à-dire le plus gros danger, c'est de dire que quelque chose est malveillant alors qu'il est pas malveillant. Parce Ouais. que tu peux te permettre de rater un malware. Parce qu'un malware, au final, c'est juste une petite pièce du puzzle quand tu y penses. Quand tu regardes c'est un incident. Un Mmh. incident au sens de la cyber, c'est composé de plein de différents composants, des souvent plusieurs malwares. D'abord, ils vont s'introduire sur le système avec peut-être, une CVE ou un exploit. Après, ils vont déployer un premier malware qui vont leur permettre d'avoir la main sur le système. Après, ils vont utiliser des outils qui vont leur permettre de faire un peu tout ce qui est propagation latérale, explorer le réseau. Après, ils vont utiliser d'autres outils pour extraire de la donnée. Après, enfin, peut-être à la fin, ils vont déployer du ransomware. Donc tu as pas mal d'étapes qui peuvent te permettre de détecter un incident en cours dans Ouais. une entreprise, dans le monde de l'entreprise, je parle, hein. Et donc tu as plein de différentes étapes. Donc à la limite, tu as pas mal de points d'opportunité pour détecter et stopper un incident. Là où et donc c'est pas si grave s'il y en a un qui passe à travers. Mais par contre, si tu commences à détecter des trucs benign, donc des trucs, heu, sains en tant que malveillants, là, ça peut causer des gros problèmes parce que tu peux potentiellement Bloquer d'autres si processus, en bloquer un fait, essentiellement. processus ou alors, stopper l'activité d'une entreprise parce que tu lui dis qu'un truc qu'elle produit d'un coup il est malveillant et donc tout est mis en quarantaine et blabla et donc là c'est toi qui commences à leur faire perdre de l'argent et c'est toi le «malheur» entre guillemets quoi. Ouais. Ah, donc C'est c'est un un peu, vrai jeu de où on place le curseur, parce que du coup, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est qu'une attaque informatique pour qu'elle devienne, dangereuse, c'est toute une chaîne, un processus de plein d'actions. Si on laisse passer peut-être la première et qu'on détecte la deuxième, je sais pas, la première c'est une intrusion, heu, SSH, donc une connexion non Mmh. autorisée et la deuxième ça peut être essayer d'installer quelque chose et on bloque que le deuxième. Bah, c'est pas grave si le premier est passé puisqu'on ne permet pas le deuxième et donc ça arrête un peu tout le processus de l'attaque quelque part. voilà, exactement, exactement. Après le «c'est pas grave», ça dépend de où les gens placent leur curseur, ainsi de suite, mais on va dire on peut éviter le pire suivant où on arrête. Le but, c'est toujours de l'arrêter le plus tôt possible, mais quand tu pèses les pour et le contre, des fois, c'est moins grave de laisser passer une étape plutôt que de risquer de créer trop de fausses positifs. Parce qu'après, surtout avec ces histoires de faux positifs, il y a un sujet qui revient pas mal depuis ces dernières années, c'est tout ce qui est
la fatigue des analystes face aux faux positifs. Parce que tu vois un faux positif une fois, tu dis: «OK, c'est bon, j'ai investigué, c'est un faux positif». Je laisse passer, tu le vois une deuxième fois, tu es encore motivé, tu regardes: «OK, c'est un faux positif, j'annule l'alerte». Puis la troisième fois, quatrième fois, tu dis: «Bon, bah, ça, j'ai déjà vu 3 fois, c'est un faux positif, je laisse passer». Et après, au bout de la cinquième fois, mais en fait, c'était une vraie alerte et tu laisses Mmh. passer et en fait, c'est un malware, quoi. Donc c'est un Ouais, peu, ça devient dangereux avec Pierre et ce le loup, quoi et au bout d'un moment, donc tu as tout ce faux positif fatigue qui est créé, quoi. OK. Tu as utilisé le terme CVE tout à l'heure. Ouais. Je suis pas sûr que ça parle forcément à tout le monde. Est-ce que tu peux juste, le Ah ouais, pardon. le CVE, je sais même pas ce que l'acronyme veut dire, alors après, heu, mais grosso modo, CVE, c'est Common Vulnerabilities and Exposures. Grosso modo, c'est à chaque fois qu'il y a un exploit, une vulnérabilité dans un logiciel qui permettrait de faire des choses qui sont pas censées être autorisées. Par exemple, on va dire, tu as parlé de SSH, Nico, il pourrait y avoir une vulnérabilité dans SSH qui permettrait de se connecter sans avoir le mot de passe de la machine. Ça sera un exploit, ça aurait une CVE. CVE, c'est un organisme qui attribue, une nomenclature, une identification aux exploits, dans le milieu de la utilise au cyber. final, tous les Voilà, qui leur donne une sévérité, un score, un impact et ainsi de suite. Mais voilà, je voulais parler d'exploit. il y en a eu un en date qui a fait beaucoup de bruit, alors j'ai plus le nom de la société qui est derrière, mais d'ailleurs dans les qui a fait un grand, des gros dégâts, sur un faux positif, là, je dis pas une bêtise, c'est quoi un VPN? Il me Ouais, il semble. y en a beaucoup, Fortinet, toutes les choses comme ça, il y a beaucoup malheureusement, il y en a tous les jours, hein. Il y en a tous les jours. J'imagine que oui, vu que le monde de l'informatique est vaste, tous les jours, il doit y avoir des nouvelles choses qui sortent, plus ou moins bénignes, mais Ouais, bah, une grande composante, du métier, c'est justement tout le travail de veille, quoi. C'est constamment se tenir au courant de qu'est-ce que c'est le panel de la menace, c'est quoi les techniques actuelles, qu'est-ce que font les attaquants, qu'est-ce qu'ils ciblent, les derniers samples, est-ce qu'on les détecte bien? Et donc c'est un renouvellement constant, constant, constant. Tu peux jamais te reposer sur les lauriers, c'est toujours le jeu de chat et la souris, quoi. Toi, ils font quelque en fait, chacun est aussi feignant que possible, on va dire. Donc toi, tu fais ce qu'il faut pour les détecter. Du coup, eux, ils voient que tu les détectes, donc ils font le cran d'après qui les rend indétectables. Donc du coup, toi, tu fais le cran d'après, donc du coup, eux, ils font le cran d'après et c'est le chat et la souris constamment, quoi. c'est un joli jeu, mais qui peut être dangereux. Ouais, voilà, voilà. Mais en général, on est toujours perdant malheureusement, il y a pas de secret, tu vois? Parce que eux, tout ce que l'attaquant a à faire, c'est trouver une faille dans tout le panel, alors que toi, tu dois absolument tout protéger, tu vois? Ouais, Et c'est la tâche est plus c'est ardue. toujours un jeu c'est toujours un jeu perdant, mais le but, c'est d'arriver à ralentir le plus possible, parce que ça leur «coûte le plus d'argent» entre guillemets de mettre en place ces choses pour les dissuader Ah oui, qu'il n'ait et plus les moyens de le faire, limite. voilà, qu'il est de les ralentir, de leur dire: «Ça vaut pas le coup» ou qu'ils trouvent des cibles plus faciles ou je sais pas et ainsi de suite, quoi. Donc d'augmenter, ouais, voilà, le coût d'entrée pour permettre de compromettre une entreprise. Et avec ton expérience justement, est-ce que tu aurais, si tu ce que tu peux partager bien évidemment, mais le truc le plus malin ou le plus tordu que tu aurais pu rencontrer Ah, bonne question ça. sur un malware? Alors je sais pas si la question est pas forcément simple, c'est pas forcément simple d'y répondre, parce que je comprends qu'il y a beaucoup de facteurs, mais qu'est-ce que tu as pu Ouais, ren non, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Il y a tellement de choses, trucs qui me viennent à l'esprit, un truc qui m'épate en ce moment, c'est, plutôt en tordu, on va dire et surpris que ça fonctionne. En ce moment, il y a une technique qui les rechercheurs ont appelée click fix, je ne sais pas pourquoi, mais ce qui s'est passé pour donner un peu d'histoire, il y avait une époque, il y a quelques années où, un des plus gros vecteurs d'infection, de malware ou les disons favoris, plus utilisés, c'était tout ce qui était document Word avec les macros. Tu sais, tu recevais un document Excel ou un document Word qui te demandait d'activer les macros, ainsi de suite. Ça, c'était pas mal utilisé. Il y a quelques années, Microsoft, il a dit: «OK, bon, il y en a marre, on désactive les macros pour tout ce qui était téléchargé qui vient d'internet». Ça a un peu tué ce vecteur et suite à ça, les attaquants, ils ont dû trouver autre chose. Ils ont un peu tâté, testé des CVE, ainsi de suite. Et là, la dernière chose en date qui commence à gagner un peu de popularité, c'est qu'en fait, tout simplement, ils créent une fausse page internet. Tu arrives sur un site, ils créent une fausse page internet de captcha et ils demandent à l'utilisateur, pour passer le captcha, il faut que tu ouvres, le menu, run de Windows. C'est ce qui apparaît quand tu fais Windows R, ça permet d'exécuter des commandes dans Windows
Donc, tu as une petite fenêtre qui dit, «Pour passer ce captcha» et là, il liste les différentes étapes. Donc, appuyez sur Windows R pour appeler le Windows Run et ensuite appuyez sur CTRL-V pour coller ce que vous avez dans le presse-papier et appuyez sur Entrée. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, Incroyable. quand Ah ils ouais. accèdent au site internet, ils copient du code malveillant dans le clipboard, dans le presse-papier de l'utilisateur, parce que tu peux faire ça depuis un site web et ils mettent le code malveillant dans le presse-papier et ensuite l'utilisateur, de façon volontaire, colle ce code Ouais, dans la fenêtre et l'exécute et du coup «s'infecte» entre guillemets lui-même, avec ce code parce que c'est juste comme s'il copiait-collait une commande dans l'exécutable de commande et ainsi de suite, quoi Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Alors c'est vrai que et voilà. ça me fait penser à une discussion qu'on a eue sur une mission précédente en intelligence artificielle et tout ce qui va être ChatGPT et cetera, où il y avait un fonctionnement similaire d'injection. On va sur un site, on copie une partie d'un site internet, mais en fin de compte, il détecte le copier, il injecte autre chose, en final, dans ce qui a été copié sur le site et ensuite, c'est une des failles pour pouvoir enfin, pour contourner le fonctionnement de certains LLM. ouais, Ouais, donc c'est bon, bah, Ouais, je suis juste surpris que ça fonctionne, quoi. Alors et ouais, les gens enfin, c'est basé surtout de facteurs de psychologie, que de faire, voilà, c'est ça, l'appétence aux gens, que les gens sont fatigués de rentrer des captchas tout le temps. Tu fais ça un peu de façon automatique. Tu réfléchis pas trop, puis les captchas, ils changent tout le temps. Un jour, on te demande de cliquer sur un puzzle, l'autre jour, on te demande de trouver les bébés chats, machin. ah oui, Donc ça c'est juste un truc de plus et donc il y a tout ce facteur de psychologie de l'utilisateur, de fatigue, de qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour accéder à ce qu'on leur fait miroiter et ainsi ouais de suite, et quoi. la méconnaissance aussi de ce que c'est juste que cette, petite boîte Ouais, d'exécution. voilà, c'est ça, les gens, ils comprennent pas trop ce que c'est, exactement. Tu as parlé tout à l'heure, et tu as dit on reviendra peut-être dessus après, du coup j'en profite, tu as parlé de règles de détection, que tu écrivais des règles de détection. Qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, on a déjà un peu abordé, je pense, certaines parties de ce bout-là, mais quand tu dis que j'écris des règles de oui, c'est détection, ça. qu'est-ce que c'est? Non, c'est doute que c'est pas une formule Excel, quoi, si Non, c'est voilà. Ouais, des fois, ça pourrait peut-être. Mais ouais, donc du coup, globalement, pour revenir un peu à la façon dont on détecte un malware, j'avais dit, il y a plein de différentes boîtes à travers laquelle un malware passe et qui chacune doit un verdict. Du coup, pour chaque boîte, tu vas avoir, ta façon d'écrire des règles de détection. Pour simplifier de haut niveau, grosso modo, il y a 2 types, on va dire, de moteurs de détection qui vont exister, du moins ceux avec quoi je travaille. Tu vas avoir tous les moteurs qu'on va dire d'analyse statique. Analyse statique, ça veut dire qu'on n'exécute pas du tout le fichier. On juste il est là et on peut juste lire son contenu, mais on va pas l'exécuter sur une machine ou l'exécuter dans une sandbox justement. Et après, tu as toutes les boîtes qui vont être dites d'analyse dynamique, où là, ça va être justement, on va prendre ce fichier et on va l'exécuter dans une sandbox, donc un bac à sable qui est un environnement d'analyse contrôlé dans lequel on va double-cliquer sur l'exécutable et regarder, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait sur la machine? Quel comportement il a? Et ainsi de suite. Et donc, il y a, de façon symétrique, il y a 2 types ou 2 grosso modo classes de règles qu'on va écrire. On va avoir tout ce qui est règles de détection statique, qui vont être plus sur des marqueurs qui vont être dans le fichier, peut-être des chaînes de caractères ou du code qu'on sait, des routines qui sont vraiment spécifiques. Tout ce qui va être à faire sans avoir besoin de l'exécuter. Donc, typiquement, ça va être fait avec tout ce qui va être règle Yara pour les gens qui connaissent un petit peu, c'est le moteur le plus populaire pour faire ce genre de choses. Mais ça a des limitations dans le sens où un malware va avoir tendance à «cacher son code» entre guillemets. Donc quand tu vas lire le code d'un malware, ça va rarement faire surface au premier abord avec ce qui fait vraiment. Tu vas avoir des couches autour, ce qu'on va s'appeler des packings. Donc comme quand tu zippes un fichier par exemple, quand tu crées une archive, bah, le code, le malware, il va créer une archive de lui-même et quand tu vas l'exécuter, il va y avoir une première routine qui va d'abord le désarchiver et ensuite l'exécuter. Donc si tu l'exécutes pas, tu arrives pas trop à savoir ce qu'il y a dedans et ainsi de suite. Et donc de façon symétrique, on a, ce qu'on appelle la sandbox, dans lequel on va exécuter le sample, le fichier et là, on va, au contraire de regarder qu'est-ce qui est dans, l'exécutable, on va regarder comment est-ce qu'il interagit avec l'environnement. Est-ce qu'il va, créer, un nouveau service? Est-ce qu'il va chiffrer tous mes fichiers? Est-ce qu'il va changer mon fond d'écran? Est-ce qu'il va accéder sur internet à un site en particulier? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on va créer tout ce qui va être règle de détection dynamique sur, qu'est-ce qu'il fait avec l'environnement, entre guillemets.
D'accord et du coup, dynamiquement, suivant un peu, ce qu'il va toucher, ce qu'il va essayer de faire, là, c'est vraiment de l'analyse comportementale, en fait, comme si c'était un utilisateur qui utilise quelque chose. Là, c'est le logiciel qui fait des actions et vous essayez de savoir si c'est plutôt bénin, malin Voilà. et dans une zone très grise, du coup, ouais. Ouais, exactement, exactement. Donc là, du coup, le but, c'est de tu as ton rapport de sandbox avec tout ce qu'il a fait et donc tu as tout ce set de features qui ressort et donc là, tu dois appliquer en général soit un verdict, soit un score sur OK, sachant que le sample, il a fait ça, 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 est-ce que, je dois le flaguer en malicious ou pas en malicious ou juste dire: «Je sais pas». Alors des fois, tu as des vecteurs qui sont clairs, que tu sais reconnaître immédiatement et puis des fois, tu as des choses, bah, tu sais pas trop, alors quand tu sais pas, bah, tu sais et ça peut être, ouais, la sandbox, ça peut être utilisé à la fois pour permettre de donner un verdict, juste dire: «Ah, c'est malicious, c'est benign, c'est suspicious», ou alors ça peut être utilisé aussi quand tu sais que quelque chose, est malveillant, mais tu veux en savoir plus sur ce qu'il fait et tu as pas envie de l'exécuter sur ta machine. Donc Mmh. Oui. juste, tu l'exécutes dans la sandbox, tu regardes ce qui se passe, ça peut te donner des indicateurs sur OK, où est-ce que je dois rechercher? Ou alors s'il a été lancé sur ma machine, c'est le genre de fichier qu'il produirait. Du coup, tu peux aller faire un peu de threat hunting sur ton environnement pour savoir est-ce qu'il s'est vraiment exécuté dans mon environnement, ainsi de suite. Donc ça peut donner des pistes d'analyse. Heu, tu vois, il y a plein de façons différentes. D'accord. OK. Bah, Et c'est vrai que pour finir sur les sandbox, je l'ai utilisé il y a pas longtemps, pour un cas qu'on a eu, au boulot et même Windows maintenant pour les auditeurs qui veulent le savoir, je crois que dans Windows, enfin moi je l'ai, je pense que c'est sur les machines Windows, il y a une sandbox Windows dans Windows pour pouvoir exécuter des trucs quand on n'est pas sûr aussi. Oui, c'est vrai. C'est une Et nouvelle feature, c'est hein. très pratique quand, c'est bien de donner le conseil. ouais, parce que quand on a un fichier, on sait pas trop si on peut lui faire confiance ou pas, ça peut être sympa de le mettre dedans d'abord. J'espère pas donner de faux conseils Quentin, Ouais, je mais sais pas trop, j'ai pas trop investigué à quel point ce serait sécure, mais c'est sûr que dans tous les cas, c'est mieux que d'exécuter, C'est mieux que de le tester heu, en disant: «Bon, ben, non j'en sur mais il y a sais le rien». réflexe en tout voilà. cas. Après, Hem, ouais, si jamais c'est un fichier qui est, heu, comment dire? Pas confidentiel, tu as toujours VirusTotal qui est une très bonne source de référence. ah je ne connaissais pas. Alors, D'accord. virus, Voilà, VirusTotal, VirusTotal, D'accord. c'est pour tu peux partager le hash de ton fichier ou même uploader le fichier carrément et dessus tu as le verdict il rassemble verdict de plein de moteurs d'antivirus D'accord. différents qui vont donner leur verdict en même temps et c'est de te donner un score sur ton fichier si jamais c'est un truc sur lequel tu as des doutes. Sachant qu'il faut pas y uploader des choses qui sont confidentielles par rapport à l'entreprise Oui. parce que, Oui, les d'autres ouais. personnes peuvent avoir accès à ces fichiers derrière et ainsi de mmh, suite. Ouais. Mais Mais si c'est un binaire que tu as téléchargé sur internet, il y a des grandes chances pour que quelqu'un l'ait déjà upload oui, oui. oui, sur VirusTotal, tu peux avoir des infos rapidement dessus. Si le résultat est benign et il dit qu'il n'est pas malicieux, ça veut pas forcément dire que ça l'est pas. Mais s'il est malicieux, là, il y a vraiment des bonnes chances pour que ce soit pas bien. OK. et bah, merci pour les auditeurs, parce que même moi je le connaissais pas, on va le noter tout de suite. Ouais. Et une question, qu'on s'est posée pendant qu'on préparait, l'émission, c'est, avec l'essor de l'IA, est-ce qu'il y a un changement dans ton travail au quotidien? Est-ce qu'il y a des nouvelles outils, des nouvelles façons de faire qui sont arrivées? Ou c'est encore un peu à la marge dans tes activités? Ouais, alors déjà, en ce moment, quand les gens parlent d'IA, ils parlent plutôt de LLM. Donc je sais pas si vous parlez Complètement, de la générative, ouais, principalement, c'est vrai, ouais. ouais, donc voilà, donc déjà, IA, bah, ça buzz quand même depuis quelques années, Ah, mine de c'est bien. rien. Buzzword, oui, excellent. Tout le monde essaye de l'intégrer partout, on fait pas exception. On utilise des modèles d'IA, mais qui sont pas forcément LLM dans le cadre de ce qu'on fait. Pour la détection, je parle d'abord, après on parlera peut-être des malwares. Mais pour la détection, pour l'instant, on n'utilise pas trop de LLM. On utilise tout ce qui va être genre des trucs de random forest ou decision tree pour entrer dans les détails. Pour être tout ce qui va être classification, tu as un set de features. Tu veux savoir si ce set de features, est-ce qu'il parle de quelque chose, de malveillant, plutôt de benign. Quand tu as des grands datasets de milliards de samples, tu peux commencer à avoir des tendances. Quand tu sais que sample, il a fait ça, ça, ça et ça, alors à chaque fois, il était malveillant. Ça, c'est des choses qu'il y a des algorithmes qu'on appelle d'intelligence artificielle qui sont très bons pour, classifier ce genre de choses, quoi. Ça reste finalement des domaines d'IA, comme tu disais, qui existent déjà depuis longtemps et au final, aujourd'hui, on entend parler de l'IA principalement parce que essor de l'IA générative, de LLM comme Ouais, voilà, c'est ça. d'autres, qui donnent l'impression que c'est une véritable révolution. C'en est une sur ce pan-là,
Encore que, est-ce qu'on peut définir ça comme une révolution? Ça, on va pas débattre de ça. C'est vrai que, heu, oui, je comprends qu'au final, c'est des usages de l'IA qui existent déjà peut-être depuis un petit moment. Ouais, après on trouve quand même des usages pour les LLM, mais ça va être moins dans la détection. Un truc où c'est assez pratique, j'avoue, c'est tout ce qui va être, détection de type de fichier. Parce que, par exemple, quand tu extrais un fichier, notamment un fichier qui contient du texte, tu as toujours ce challenge de savoir, est-ce que c'est, par exemple, du Python? Est-ce que c'est du C? Est-ce que c'est du PowerShell? Est-ce que c'est du batch? Des fois, tu exclus un fichier, il y a pas d'extension dessus et quand tu as pas d'extension, bah, tu sais pas ce que c'est. Et donc avant, enfin, jusque-là, tu as toujours des petits indicateurs suivant les mots-clés qui peuvent être dans le langage ou ainsi de choses. Donc tu peux essayer de dépatouiller, mais des fois le texte est pas assez grand, ou tu as des doutes entre les 2 et ça, c'est typiquement un des trucs pour lesquels les LLM sont assez bons pour reconnaître, pour classifier, étant donné un snippet, quel est le code source qui est le plus probable. Donc ça, c'est une utilisation qui est pas mal. Et à part ça aussi, ça va être aussi pas mal utilisé pour tout ce qui va être plutôt dans le domaine de la threat intelligence, on va dire, en mode, tu lui donnes un certain nombre de rapports, faits par d'autres chercheurs ou de choses qui sont sorties sur internet et lui demander de synthétiser ou d'avoir une différente perspective sur la chose. Donc ça va être pas mal pour trier la donnée, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de données et d'entrées, tout ce qui va être veille, Mmh. ce genre de choses. Donc ça va être assez Oui, utile c'est aussi. aider au final au LLM quotidien dans et ce veille, aussi dans c'est son utile, analyse. ouais, voilà, exactement, et c'est aussi utile pour le client qui peut utiliser le produit. Maintenant, tu as beaucoup de gens qui se mettent à faire soit des chatbots ou des interfaces où, au lieu de naviguer à travers l'UI et d'avoir des trucs parfois un peu obscurs, LLM va permettre de mettre un peu en contexte quand c'est relié à ton back-end, enrichir, donner plus de perspectives ou faire croiser différents types de sources. Donc il y a pas mal de choses qui sont à faire et qui sont intéressantes à faire autour de ça. Ouais. Donc ouais, ça gravite autour. Pas spécifiquement encore dans tout ce qui est détection, je pense, mais il y a des choses à faire, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Du coup, ouais, pour le contexte, j'avais rejoint une startup à l'époque qui s'appelait Lastline, en 2018. On était genre pas 150 personnes, 100 personnes, quelque chose comme ça. Surtout, on devait être un cœur d'une quarantaine d'ingénieurs, pas mal de sales et ainsi de suite. Donc, dont le cœur de métier, c'était une sonde d'analyse réseau. Donc, les entreprises posaient la sonde chez eux et nous, on analysait le trafic et on leur disait, «Il y a des menaces, il y a pas des menaces», et dont, voilà, la particularité, c'était les sandbox sur lesquels, du coup, je travaillais pour améliorer la détection, éviter les évasions, ce genre de choses. Et donc c'était une start-up et en 2020, on s'est fait racheter par VMware, du coup, donc qui était déjà une grosse boîte à l'époque, plusieurs milliers d'employés, et nous, on était juste une petite start-up d'une centaine de personnes. Donc ça, c'est déjà un sacré changement d'échelle. Bah, Heu, j'imagine. C'était un Et peu un peu dépaysant, un peu perturbant quand même. C'était pas trop la même ambiance, tu pouvais pas faire les mêmes choses de la même façon. Surtout tout ce qui est, bah, dès qu'on l'imagine, hein, tout ce qui va être bureaucratie, process, demander à acheter un truc, avoir accès à ci, les congés, les ci, les là, donc tout fonctionnait pas vraiment pareil, mais on avait de la «chance» entre guillemets qu'ils nous ont acheté pour notre produit et le but, c'était d'intégrer notre produit avec le leur. Donc ils nous ont un peu pris dans notre bulle d'ingénieur et déplacé et dit: «OK, maintenant vous êtes sous un tel», quoi. Donc, au final, mes interlocuteurs directs et ma hiérarchie directe jusqu'au, on va dire, au N+2 ont pas forcément changé.
Mmh. dans l'immédiat. Donc on était assez protégés par les rangs du dessus, heu, pour pas que ça ait énormément d'impact au jour le jour dans ce que je faisais, Mmh. en tant que travail, quoi. Donc ouais, ça veut dire, changement en douceur puisque, tu pas changé de produit et t'as pas changé d'équipe, ni trop de manière de faire quelque part. Exactement, exactement. Là où et puis j'avais de la chance d'avoir vraiment des collègues exceptionnels sur un plan humain, collègues et managers, exceptionnels sur un plan humain qui du coup sont suivis avec moi, heu, dans VMware. Donc l'environnement direct changeait pas trop, l'humain ne changeait pas trop autour de moi. Là où ça allait être plus sur les prises de décision. Le plus gros impact, on va dire les 2 plus gros impacts, ça a été sur tout ce qui va être prise de décision à long terme, genre la vision du produit, dans quelle direction est-ce qu'on veut aller, quelle feature est-ce qu'on veut faire, quelle feature est-ce qu'on peut faire, Ouais, c'est sûr. parce que ça change beaucoup cette relation au client et ainsi de suite. Et aussi, la deuxième chose que j'ai oubliée. Peut-être, le rapport, à la façon de faire, non? Il y avait pas Oui, c'est aussi, voilà, lié à ça, c'est le cycle, la vitesse des cycles de release du produit. On était passé donc sur une startup, on avait tout tout allait très vite, tu prenais une décision, la semaine d'après, c'était appliqué, le produit, il avançait. Puis d'un coup, tu rentres dans cette espèce de machine qui est VMware, qui est assez grande, avec des cycles de release beaucoup plus longs et puis d'un coup, tu commences à sortir quelque chose tous les 6 mois. Mais la vitesse de release de 6 mois, c'est pas la vitesse à laquelle la menace se développe. Donc tu as cette ouais. espèce d'opposition entre les 2. Toi, tu vas aller vite, mais tu te prends des freins dans les roues. Et donc il fallait le temps que les engrenages s'alignent et mettre un peu d'huile, comprendre comment est-ce que chacun fonctionnait et ainsi de suite. Donc ça pouvait causer un peu de friction, mais globalement, c'est plutôt bien passé. Ouais et VMware, c'est quand même, bon pour des gens qui sont dans le domaine connu, moi je quand j'ai voulu tester, tu voulais tester, je me souviens des Linux, des choses comme ça, on avait tous notre, C'est ça. petit VMware pour lancer, des machines Virtualiser tout ce virtuelles. qui est machine. Oui, oui, VMware, voilà, donc on le connaît, l'utilisateur lambda le connaît surtout à travers, Workstation, donc cet outil qui permet de créer des machines virtuelles. Mais en fait, VMware, c'est surtout, on va dire, vSphere, ESXi et tout ce genre de choses. Donc c'est un géant, un monstre du data center, en fait, et de tout ce qui va être solution de virtualisation à Virtualisation. l'échelle du data center. Mmh. Et au final, moi et mon équipe, on était juste une petite goutte dans VMware parce que ce qui se passe, c'est que tu as VMware qui crée, donc qui fait toute cette solution de virtualisation avec vSphere, avec ESXi, son hyperviseur et ainsi de suite. Là-dessus, tu peux greffer tout un produit qui va être, virtualisation de la couche réseau du data center, ce qui s'appelle NSX. Là-dessus, tu vas pouvoir virtualiser tes switches, virtualiser tes routeurs. Ça permet de gérer toute ton architecture réseau de data center de façon virtualisée, grosso modo, en simplifiant. OK. Et ils nous avaient racheté Last Line pour nous intégrer dans ce produit NSX, pour nous intégrer dans la capacité, on va dire, de protection réseau du produit NSX. Donc, tu as VMware, dans VMware, tu as plein de produits, dont un qui est ESXi, vSphere, ainsi de suite. Et dans ça, tu as un produit qui est NSX, et dans NSX, tu as une checkbox que tu peux activer pour dire activer la protection anti-malware, et nous, c'est là-dessus qu'on intervenait. C'est pour montrer à quel point c'est gigantesque. Voilà, c'est tentaculaire, quoi, c'est gigantesque. Et ce qui était difficile, c'est que VMware, c'est surtout des devs logiciels. Il y a un peu cette composante cybersécurité à travers les pare-feux, ainsi de suite, mais c'est plus un aspect segmentation réseau, pare-feu, network, très network et tout ce qui est analyse de la menace par rapport aux fichiers, il y a pas du tout cette dynamique-là, cet esprit de comprendre ce que c'est, cette éducation. Donc on arrivait un peu dans un milieu où les gens comprenaient pas trop, on parlait pas trop le même langage, on n'était pas trop Ouais, sensibles vous étiez un peu aux les mêmes, ovnis arrivant. voilà, c'est ça. Et on n'avait pas trop les mêmes préoccupations, les mêmes priorités. Et donc, il a fallu prendre un petit peu de temps Aligner les planètes. Bah, pour ça aligner veut les dire par planètes, ouais. contre que c'était un rachat, intelligent quand même, du coup, pour amener, directement une composante, un peu essentielle qui leur manquait du coup dans cette couche, Ouais, hein. ouais, tout à fait. Et je crois savoir du coup, on en parlait au début, VMware c'est déjà un gros mastodonte, mais je crois qu'il y a encore une baleine qui a bouffé le requin. Voilà, exactement. Et du coup, là, en 2020
je sais plus, 3, quelque chose comme ça. Il y a 2 ans, je pense, on s'est fait racheter par Broadcom, qui a racheté la totalité de VMware, quoi. Donc déjà, VMware, c'était plus de 10 000 personnes. Donc là, on s'est fait racheter par Broadcom, qui Broadcom, lui, est surtout connu pour, sa production de puces matérielles, donc des physiques, quoi. Ils ont des usines qui produisent des puces qui vont dans des cartes graphiques, qui vont dans les iPhones, qui vont dans tout ce qui va être, bon, on parlait de l'IA, ils font pas mal de puces spécialisées pour tout ce qui est IA, et ainsi de suite. Donc ils produisent des microcontrôleurs, c'était leur cœur de métier, et ils essayent de s'agrandir un peu en améliorant le côté de logiciel, heu, pour étendre leur champ des possibles, et donc ils ont racheté le géant qui était VMware, et donc maintenant, voilà, on est VMware by Broadcom. Donc vous restez VMware par contre? Voilà, ils ont racheté le nom VMware entre guillemets, donc on est devenu une business unit à part entière, dans Broadcom, quoi. Ils ont fait un peu de ménage, ils ont enlevé les petits trucs qu'ils aimaient pas trop à droite à gauche, mais Donc ça veut dire que dans cette immensité VMware qui était déjà plein de branches, au final, maintenant, VMware n'est plus, entre guillemets, «qu'une branche». voilà, exactement, on a rajouté un layer, par-dessus, quoi. Et et donc là, cet aspect fait qu'au final, ton quotidien, il a là, pour le coup, il a pas changé non plus puisque l'activité de VMware en tant que telle n'a pas changé ou alors ça a eu un impact plus important qu'on pourrait le penser? Ça a eu un peu d'impact, mais pas tant que ça. Le produit reste globalement le même. L'impact que ça a eu, ça a été sur la vision stratégique, on va dire la vision à long terme qu'avaient les entreprises sur le sens dans lequel ils veulent développer les produits, quoi. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais grosso modo, ça a forcé un peu Ouais. à faire des virages à 360 du jour au lendemain, 180 plutôt, du jour au lendemain, sans voilà, parce que, bah, ça fait 3 ans que tu travailles pour aller dans cette direction parce que c'était la vision d'entreprise. D'un coup, tu te fais racheter et le board, le CEO dit: «Bah, finalement, on va pas faire ça, on va faire ça comme ça». Beh, toi, ben, voilà, bah, tu mets à la poubelle ce que tu as fait, entre guillemets, et tu pars dans l'autre sens, quoi, et c'est comme ça, donc ça peut avoir un peu de frustration, mais bon, Ah j'imagine, ouais. c'est comme ça que ça peut se passer, dans les rachats, quoi. Chacun a sa vision et voit comment les choses se passent. Après, écoute, pour l'instant, tout se porte bien, donc Ah, parfait. Tant mieux. tant et mieux. et alors justement, aujourd'hui, si on essaie de prendre un peu de hauteur, de regarder la perspective, heu, c'est quoi un peu les grandes tendances, dans ce domaine? Alors, je vais pas utiliser le terme cyber, je vais rester malware parce que j'ai compris que c'était très large, mais, heu, tu identifies un petit peu où on va, où ça va tout ça au final, Ouais, bah, ça, c'est un peu la question à 8 milliards de dollars, mais Ah oui, on aimerait si tu nous dis oui, je pense que là ouais, ouais, ouais. Non, bah, après, tu toujours, je peux vous donner les tendances actuelles, mais je sais pas trop dans qu'est-ce que ça sera demain, tu vois? Parce que tout peut très rapidement changer à partir de quelqu'un trouve une nouvelle technique ou quelqu'un développe une nouvelle protection ou ainsi de suite, donc ça peut aller vite. Mais grosso modo, de toute façon, aujourd'hui, le plus grand danger ou du moins ce que craignent le plus les entreprises, ça va être tout ce qui va être ransomware, ouais, ouais, ouais. encore, et encore, rien que dans les ransomware, il y a des développements intéressants aujourd'hui, dans le sens où, souvent quand on parle de ransomware, on voit bien le NotPetya ou ce genre de choses, ou WannaCry avec les gros écrans Ouais. rouges: «On a chiffré toutes vos données, payez-nous une rançon pour pouvoir déchiffrer» ou ce genre de choses, et mais aujourd'hui, ce qui s'associe beaucoup depuis quelques années au ransomware, c'est tout ce qui va être le travail d'extorsion de données, où non seulement ils chiffrent, mais en plus ils exfiltrent les données et ils leur disent: «Si vous ne nous payez pas, on révèle toutes vos données à tout le monde». Et en Donc plus, c'est oui, ce qu'ils appellent la double extorsion. C'est genre juste chiffrer, ça suffisait pas. En plus, ils volent tous les secrets qu'il peut y avoir dans l'entreprise ou les infos privées, et ils menacent de révéler toutes ces en informations. public, quoi. Voilà, et récemment, j'ai appris en me renseignant que il y a maintenant des grands groupes de ransomware qui skippent carrément toute la phase de chiffrage de données et qui font plus que de l'extorsion, parce qu'ils se disent que, bah, voilà, ça vaut pas trop le coup au final, juste chiffrer les datas, c'est cool, mais c'est pas forcément ce qui incite les gens à payer. Donc Ah maintenant, nous, d'accord. on s'embête plus et juste on extorque, on exfiltre toutes les données et on fait juste un mécanisme d'extorsion, et on leur demande de payer, sinon on révèle toutes vos données. Ah ouais. Donc je trouvais ça intéressant comme développement, quoi, de passer du ransomware à la double extorsion à juste l'extorsion. Après, est-ce que ça va se populariser ou pas? Je sais pas trop, mais
Ouais. Bah, ouais, peut-être que les gens se protègent plus, donc le chiffrage est Voilà, exactement, plus ça peut facile à être, contourner. Du coup, c'est une menace moins grande et qu'il a fallu qu'ils s'adaptent, les attaquants. tout à fait, tout à fait. Alors que l'image et les données confidentielles d'une société, ça Ça perdure ça quand, ça l'image est paraît terminée, mettre ouais. une bonne pression. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Quentin et pour finir, je dirais l'ultime question un peu de cette interview, parce qu'il va falloir malheureusement qu'on se laisse un moment, qui est une petite question peut-être un peu plus légère, mais on aime bien poser des questions comme ça pour finir. Donc pour finir, pour toi Quentin, imagine que dans nos auditeurs, on a des gens qui ont envie de faire le même métier que toi. C'est quoi le pire conseil que tu puisses donner à quelqu'un, pour faire, ce métier? Heu, Pose juste tes questions à ChatGPT. C'est parfait, effectivement. Eh ben, merci beaucoup Quentin, Merci. pour cette interview, très, très intéressante. On en a appris beaucoup de notre côté avec Sylvain. Merci à Pas que vous. nos regards, mais on a fait des grands regards de: «Oh, on savait pas ça». Donc, Ouais, merci beaucoup. et puis c'est vrai qu'on s'est dit aussi, savoir je pense qu'on a eu 1 milliard d'autres questions et voilà, comme disait Nicolas, il faut savoir aussi s'arrêter. Mais déjà, ouais, c'était très, très riche et merci beaucoup pour toutes ces infos, ta vision également et tout ce qui se cache au final derrière ce terme cybersécurité qui est souvent, utilisé pour tout et rien dire. Merci à vous, c'était bien chouette aussi. Et puis, bah, du coup, on se dit à bientôt, pour une prochaine émission de Vitamine Neuve. Allez, salut!